pas improvisé. J'ai entendu quelqu'un dire à la cité, oh, on a nommé les gens. Mon cher, qui peut refuser un grade? Vous avez fait, nous, dans notre loi, on dit que vous avez droit à la promotion tous les 3 ans. On vous maintient dans le grade pendant 10 ans. Dans le même grade. Et puis on vous promet, vous allez refuser. La plupart de ces magistrats-là, ils avaient plus de 6 ans d'ancienneté dans leur grade, ceux qui sont revenus à la Cour suprême. Donc ce ne sont pas des gens qu'on a favorisés. Et c'est parmi les meilleurs magistrats que nous avons, qui ont été choisis. Mais qui est compétent pour juger les magistrats? Qui connaît le travail que les magistrats font? Qui? Parce que pour arriver à la Cour suprême, même quand on est professeur d'université, on commence par aller au barreau. Du barreau, le barreau doit vous sélectionner, il doit vous demander de produire une publication, et c'est la Cour suprême qui apprécie cette publication pour voir si, venu, arriver à la Cour suprême, vous allez contribuer à l'amélioration de la science et du droit. Quand vous êtes magistrat, professeur, consort, le chef de l'État a le pouvoir de vous nommer à n'importe quelle fonction. Vous arrivez à la Cour suprême, vous n'allez pas commencer les fonctions directement, vous commencez par le stage. Et qui vous donne le stage? Ce sont ceux qui sont là. En fin de compte, qui fait la science du droit? C'est celui qui est au four et au moulin. C'est la Cour suprême. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les amis, qui soient professeurs, qui nous enseignent. Moi-même, je suis encadré par des professeurs. Mais que les gens sachent quand même que ce n'est pas n'importe qui arrive à la Cour suprême. Ce pays a 60 ou 80 millions d'habitants. Nous sommes à peine maintenant 40 à la Cour suprême, 30 au parquet. Mais c'est ce que moi j'ai dit, nous sommes élus par Dieu sur 80 millions. C'est aussi notre élection que d'arriver là. Et qu'on y arrive à quel âge? Là, moi, j'ai déjà plus de 60 ans. Et la plupart de mes collègues ont plus de 60 ans, certains me dépassent. Mon cher ami, il y a quand même du respect à témoigner à ce genre de personnes qui ont passé leur temps dans l'abandon de l'eux-mêmes, dans les études. Ils peuvent se tromper, ce sont des hommes, mais ça ne vous permet pas d'aller dire des choses de votre institution. Ne le dites pas. La loi congolaise autorise que la presse, elle dit que la presse est libre. Cette presse, ce n'est pas seulement la presse politique, il y a même la presse scientifique. Nous avons des revues scientifiques qui paraissent. À un moment donné, quand j'étais directeur général au service d'augmentation et d'études, j'ai publié des articles, même de professeurs d'université. Mais quand vous constatez que la Cour suprême a rendu un arrêt qui ne vous plaît pas, vous publiez dans une revue spécialisée. Ça devient une opinion de doctrine qu'il faut suivre. Mais vous allez vous mettre à la télévision pour dire n'importe quoi. Hein? Mais au fond, je félicite le PGR parce qu'il a le sentiment d'un pasteur. Si tu étais quelqu'un d'autre, vous passez à la télévision, vous faites l'outrage à la magistrature, vous en répondez parce que la loi dit qu'on ne doit pas outrager le magistrat. C'est la loi, le code pénal. Tu es magistrat, tu le sais. Je le sais bien. Voilà. Ce n'est pas de l'intimidation, mais c'est seulement le respect mutuel des institutions. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau M. Katola Kabakachala, Joseph Médard, qui est bien entendu premier avocat général de la République, près la Cour suprême de justice, bien entendu, secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, auteur et éditeur des livres de droit. Le thème retenu, c'est les causes du contentieux électoral 2006-2007. Je rappelle que le numéro qui est affiché là, ce n'est pas pour nous appeler en direct. Mais si vous avez des préoccupations, bien entendu, vous pouvez nous envoyer des messages. J'espère que notre invité qui est sur le plateau, nous allons essayer de répondre à toutes vos préoccupations. En 2006, il y avait de la loi électorale, et laquelle a subi aussi de modifications, bien révisions, bien entendu. La question principale qu'on peut poser aussi, c'est que est-ce qu'il y a vraiment des causes principales qui ont amené le législateur à pouvoir modifier ou bien réviser cette loi électorale? Bon, en tant que juriste, vous savez que la loi est dynamique. Donc le législateur s'adapte à des circonstances du moment. Nous venions de vivre une expérience
avec la loi électorale de 2006. Nous avons pu remarquer ce qui allait et ce qui n'allait pas. Alors, tout ce qui n'allait pas dans la loi de 2006 a dû être corrigé par nos nouveaux parlementaires. Ça a été corrigé, notamment cette affaire, par exemple, je vous ai parlé des témoins. Les témoins, auparavant, ils pouvaient venir, mais ils ne signaient rien. Aujourd'hui, dans la loi, c'est dit clairement qu'ils signent les procès-verbaux et qu'une copie doit leur être remise. C'est une avancée démocratique très importante. Très importante. Donc, il y a eu des raisons de pouvoir améliorer cette loi. Et je suis certain que quand nous arriverons en 2017, il y aura une autre loi qui va tenir compte des insuffisances de la loi actuelle corrigée. Moi, je pense qu'en 2006, en 2016 ou 2017, le législateur doit réfléchir sur ce qu'on appelle irrégularité. Irrégularité, c'est quoi? Mais les Congolais doivent savoir que l'irrégularité n'est pas la cause de l'annulation des élections. L'irrégularité ne devient cause d'annulation que quand elle amène un impact majeur sur les résultats. Mais telle personne, prenons que telle personne a bourré les urnes de ses bulletins dans le bureau 10 sur 40 bureaux. Et là, c'est établi qu'il a bourré, on annule. Mais dans les 39 bureaux qui restent, il est toujours au premier. Est-ce qu'on va le disqualifier? La loi électorale dit non. La loi électorale, c'est la loi de l'apparence. L'apparence, c'est cette confiance que la population témoigne à l'élu. On ne va pas disqualifier celui qui a bourré dans une urne, alors qu'il a été premier partout. On le programme. Alors, il faut que dans les années qui suivent, on définisse bien les irrégularités. Et quand elles sont bien définies, les gens sauront à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, j'apprends qu'on attrape les gens avec des bulletins dans les urnes. Mais ces bulletins, ils les ont eu où? Donc on détourne un chauffeur qui transporte les urnes, et puis on le détourne, et puis on l'accuse d'avoir fraudé. Il y a eu des cas où il avait été établi que les gens ont été enlevés. Enlevés, détournés. D'autres ont été battus. Un peu partout, de part et d'autre. Donc, mais le fait que tel a été battu dans tel coin, suffit-il pour faire annuler toutes les élections en République démocratique du Congo? Non. C'est une simple irrégularité, sans impact. En parlant des conditions pour être député, vous avez dit qu'il faut qu'on revoie quand même certaines conditions. Parfois, la question qu'il peut poser, c'est que, est-ce que la loi qui avait été révisée, qui nous régit maintenant la loi électorale, est-ce que c'est un recul ou il y a des avancées par rapport à sa conception d'abord? Il y a beaucoup d'avancées. Mais c'est mon opinion personnelle. Ici, je parle en tant que celui qui a écrit un livre. Je n'engage ni le parquet ni mon service que vous connaissez, la CNRF. Je donne mon opinion. Mais sur ce point de la caution, je considère que c'est un recul. Parce que en fixant une caution à 250 $, on a fait de la démagogie. On a fait de la démagogie. Parce que j'ai été voté, et puis parfois je m'informais, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des gens qui avaient 0 partout. Même certains grands dirigeants, là, 0 partout. Donc, pourquoi donner un tel travail à l'État? Vous voulez prétendre à une fonction honorable comme être député, mais vous êtes supposé d'abord vous assumer vous-même. Vous êtes réputé, vous assumez vous-même. Je ne dis pas qu'il faut être riche. Je veux dire que du milieu d'où vous ressortez, vous êtes crédible.
est crédible au point que ceux qui vont vous élire peuvent dire c'est toi qui vas aller nous défendre, nous cotisons pour toi. Aujourd'hui, c'est simple, avec 250 $, on se fait candidat, on achète quelques cartons d'un pion de poulet, on passe par-ci, par-là, on donne quelques tricots, mais ce n'est pas ça, être candidat. Et puis, quel est le discours de ces gens-là? Ils y vont sans discours, sans une politique bien précise. S'ils ne font pas des promesses fallacieuses, ils sont en train d'insulter ceux qui gèrent. Mais c'est quelle démocratie, ça? La démocratie, ce sont les arguments. C'est le choc des idées. Mettez les Congolais dans une situation où ils doivent cesser de courir derrière l'impiodi pour élire. Mettez-les dans ces conditions où c'est votre discours qui prend le dessus. Vous allez leur dire que vous allez construire, par exemple, un grand aéroport à Chilundu, chez moi. Vous allez construire un aéroport où? Le relief est déjà très accidenté, vous construirez ça où? Il ne faut pas mentir. Donc, je considère que sur ce point-là, les honorables députés qui ont fait un très bon travail dans la loi électorale, qui l'ont améliorée, ils ont favorisé le désordre que nous connaissons aujourd'hui. Et je vous dis que c'est un travail. Bon, je suis, moi, décalé de ce qui se passe à la Cour suprême parce que je suis en détachement. Mais quand je vois l'afflux des gens, quand je vois comment mes collègues magistrats sont envahis par ces contentieux, je me dis, heureusement qu'il y a quand même déjà une jurisprudence ancienne qui peut orienter leur pas. Mais sinon, nous sommes le seul pays au monde où on a plus de 500 requêtes. En fait, le système de liste ici est beaucoup plus critiqué par la population, beaucoup plus ceux-là qui se sont présentés pour être élus comme candidat député, bien entendu. Voilà qu'ils se sont débrouillés, ils ont vendu, il y a certains qui ont même vendu leurs parcelles, leurs véhicules, pour aller faire la campagne. Arrivés là-bas, ils se sont bâtis, ils croient qu'ils ont été bel et bien élus, à partir des... Ils croient. Bien sûr, entre parenthèses. Mais le constat qui est fait, c'est que là où j'ai fait allusion, n'est-ce pas, au système de listes là, quelqu'un qui a eu moins de points par rapport à celui qui a eu autant de points, on le laisse, on prend quelqu'un de... Quelque part là, est-ce que c'est une avancée, il y a eu avancée ou bien il y a recul? Parce qu'apparemment, c'est comme si on est en train de mettre mal à l'aise, c'est là qu'ils sont dépensés pour faire des campagnes. On ne met pas... D'ailleurs, la politique de liste, elle est profondément démocratique. Ceux qui sont sur les listes montrent qu'ils sont organisés et qu'ils ont des objectifs communs. Ils vous disent, nous sommes de tels partis politiques, voici nos objectifs, voici nos intentions, élisez-nous. C'est en même temps une technique électorale parce qu'ils peuvent avoir à leur tête un candidat très populaire qui draine beaucoup de voix, et ces candidats auxquels la population fait confiance peuvent faire bénéficier aux gens de sa liste de son succès. Nous avons connu un cas à cette époque-là à Lubumbashi où l'actuel gouverneur avait fait plein de voix qui ont profité à son parti politique à cette époque. C'est vraiment démocratique. Hein? Alors, lorsque vous présentez seul, et je félicite les candidats indépendants qui ont réussi, quand vous présentez seul, vous êtes supposé être capable de mobiliser autant de gens derrière vous pour vous donner le minimum nécessaire pour être élu. Il y en a eu. Mais si vous observez bien, ceux qui ont été élus à l'époque comme indépendants, à l'époque de 2006, beaucoup ont créé des partis politiques. C'est pour arriver à mobiliser la population autour d'eux. Beaucoup ont adhéré dans d'autres partis politiques beaucoup plus influents. C'est parce que souvent, quand on y va seul, on ne peut pas réussir.